Ce cours va concerner l'énergétique cellulaire, en arabe Taqat al-Khalaya. Il vient compléter ce que vous avez vu déjà au baccalauréat et les autres cours que vous avez déjà eus en biologie cellulaire. La diapositive suivante présente le plan que je vous propose pour ce cours. D'abord des généralités dans lesquelles on va voir les différentes sources d'énergie pour la cellule. On va rappeler aussi ce que c'est que les réactions de fermentation et de respiration cellulaire avant de voir ensemble l'application des principes thermodynamiques au monde vivant, ce qu'on appelle la bioénergétique. La deuxième partie de ce cours va aborder l'ATP sur toutes ses facettes, sa structure, son hydrolyse et les phénomènes de couplage énergétique. Enfin, une troisième et dernière partie va, elle, concerner le métabolisme énergétique de la cellule et les échanges énergétiques. Cette partie constitue une base pour le cours du métabolisme qui aura lieu en S3 l'année prochaine. Comme vous le savez, la cellule vit dans un environnement qui lui permet de puiser ses ressources vitales pour pouvoir se maintenir en vie. Cet échange avec l'extérieur permet le métabolisme de la cellule. Toutes ces opérations sont sous le contrôle d'un organisme cellulaire très important, à savoir le noyau. Quand on parle de métabolisme cellulaire, ce n'est pas uniquement la dégradation des composés, mais aussi la réaction de synthèse, de fabrication. Remarquons déjà présent que les dégradations libèrent de l'énergie, alors que les synthèses en consomment. Nous verrons un peu plus tard dans ce cours des exemples de ces deux types de réactions. Dégradation ou catabolisme et synthèse ou anabolisme forment le métabolisme. Ici, on voit une cellule schématisée avec les types de réactions qui s'y déroulent. Ceci va vous rappeler sûrement vos cours de baccalauréat sur l'énergie cellulaire. L'exemple le plus classique d'anabolisme est la synthèse de la matière organique à partir de CO2 et de matière minérale, c'est-à-dire la photosynthèse. Un exemple de réaction de dégradation, de catabolisme cellulaire, la respiration du glucose. Tahallul sukar en arabe. On remarque une chose importante à propos de laquelle je reviendrai en détail un peu plus loin, c'est l'énergie. En effet, la photosynthèse, comme toutes les réactions de synthèse, nécessite de l'énergie, alors que la respiration, comme les autres réactions de dégradation catabolique, libère de l'énergie. Cette diapositive nous montre deux types de cellules différentes. En haut, une cellule dite autotrophe, c'est-à-dire qui n'a pas besoin d'aller chercher ses besoins en matière organique dans le milieu environnant ou milieu extérieur. Elle peut la fabriquer elle-même à partir de molécules simples comme l'eau et le CO2. Dans ce cas, l'énergie vient du soleil. En bas, on voit une autre cellule qui n'est pas autotrophe, mais hétérotrophe. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas fabriquer elle-même sa matière organique, mais elle doit absolument aller la puiser, la chercher dans le milieu où elle vit. Remarquons ici que les deux types de cellules, auto- et hétérotrophes, savent dégrader cette matière organique pour tirer de l'énergie et que tous ces phénomènes sont sous le contrôle du noyau. Voici ici illustré par cette image un exemple classique de réaction de dégradation, donc de respiration cellulaire. Le muscle. La cellule du muscle est une cellule hétérotrophe. Elle utilise la matière organique qui vient des aliments par les vaisseaux sanguins et la dégrade, on verra comment par la suite, pour en tirer de l'énergie qui va lui servir pour sa concentration. Pour sa contraction, Notons qu'un muscle qui bouge dégrade toujours un peu de chaleur. Vérifiez vous-même en frottant vos mains, on sent de la chaleur qui se dégage, n'est-ce pas? Quels sont les points importants qu'on peut tirer de ces généralités? D'abord que toute machine ou cellule consomme de l'énergie pour produire un travail. Ceci est une loi physique valable pour le monde vivant aussi. Les cellules autotrophes prennent l'énergie du soleil et la transforment en matière organique, énergie chimique, par photosynthèse, en arabe, at-tarkib dawi. Les cellules hétérotrophes ne peuvent pas utiliser directement l'énergie solaire, mais ont besoin de trouver leur matière organique, c'est-à-dire l'énergie chimique, et d'utiliser comme carburant, waqoud, pour réaliser des travaux et vivre grâce aux réactions d'oxydation. Alors, quelles sont ces substances organiques qui servent
de carburant pour les cellules hétérotrophes. D'abord, cette substance ou carburant doit contenir de l'énergie. C'est normal puisqu'il va la restituer après dégradation par oxydation. On va appeler cette énergie enfouie dans ce carburant de l'énergie potentielle. En arabe, al-taqa al-kamina. Ces substances qui jouent le rôle de carburant et que la cellule hétérotrophe doit aller la chercher dans son milieu, vous les connaissez bien, ce sont les glycides, c'est-à-dire les sucres, les lipides, c'est-à-dire les graisses, et les protéines, à savoir les substances azotées. Par la suite, ces mêmes substances ou certains éléments de leur composition peuvent servir de base pour synthétiser d'autres molécules organiques dont la cellule a besoin. Comme vous le savez déjà, les cellules ont deux possibilités, deux types de réactions différentes pour tirer l'énergie de ces molécules organiques. La fermentation et la respiration, qu'on appelle aussi oxydation. Voyons un peu plus en détail ces deux types de réactions. Et tout d'abord, on va voir la fermentation. C'est un processus, un ensemble de réactions qu'on peut qualifier d'incomplet, غير كامل, et ce processus donne lieu à des molécules encore énergétiques comme les molécules d'alcool. Exemple, la fermentation du sucre de l'orge dans la fabrication de la bière ou du vin donne à la fin de l'éthanol qui est une molécule encore énergétique. Donc le phénomène est bien incomplet. Cet alcool peut encore être dégradé et donner de l'énergie. C'est pourquoi on dit que les fermentations sont des réactions de dégradation incomplètes. Remarquons que ces fermentations se passent en absence d'oxygène. Le deuxième type de réaction de dégradation, la respiration ou oxydation. Contrairement aux réactions de fermentation, les respirations ont besoin d'oxygène. Une autre différence avec les fermentations, ici les réactions sont totales et les produits qui restent, les déchets comme l'eau et le CO2, sont complètement vidés de leur énergie. Je voudrais vous donner ici un petit aperçu sur l'évolution des êtres vivants en termes d'énergie biochimique depuis l'apparition de la vie sur Terre. Tout d'abord, tout au début de la vie, l'atmosphère, le monarque, ne contenait pas d'oxygène. Donc la respiration ne pouvait pas avoir lieu. Les premiers êtres vivants apparus sur Terre utilisaient la fermentation pour tirer l'énergie de leurs aliments. Il y a environ 2 milliards d'années, l'atmosphère terrestre a commencé à s'enrichir de plus en plus d'oxygène grâce aux organismes autotrophes photosynthétiques, utilisant le CO2 et l'énergie solaire et dégageant l'oxygène qui se sont apparus après les êtres anaérobies fermentaires. C'est seulement en ce moment qu'on voit apparaître des êtres vivants qui ont développé des mécanismes biochimiques sophistiqués pouvant utiliser l'oxygène comme carburant, donc pouvant respirer. Le rendement énergétique est beaucoup plus important en raison de l'oxydation complète de la matière organique par ces êtres vivants. C'est ainsi qu'on explique l'apparition d'êtres plus gourmands en énergie, donc consommant plus d'oxygène comme les animaux. D'ailleurs, nos cellules gardent un peu l'histoire de cette évolution. La majorité de nos cellules sont capables de fermenter et survivent quelque temps en absence d'oxygène, sauf les neurones, c'est-à-dire les cellules du cerveau, le khalaya al-asabiyya. En résumé, on peut dire que tous les êtres vivants dépendent de l'énergie solaire. Ils transforment cette énergie en énergie chimique qu'ils utilisent pour vivre et se perpétuer. Cette énergie chimique utilisable par toutes les cellules, c'est l'ATP. Ce sont les plantes qui permettent la transformation de cette énergie solaire en énergie chimique et qui va nous permettre à nous de vivre. Donc nous dépendons complètement des plantes pour vivre. Sans elles, il n'y aura pas d'oxygène, il n'y aura pas de matière organique à notre disposition. D'où l'importance de sauvegarder et protéger ces plantes. C'est une question de vie ou de mort. Maintenant qu'on a vu l'origine de l'énergie de nos cellules, voyons voir à quoi elle va servir cette énergie.
nos cellules, comme on l'a dit avant, vont utiliser cette énergie pour réaliser et faire des travaux. Des travaux mécaniques. On a vu tout à l'heure l'exemple du muscle qui se contracte. C'est le cas aussi de tout ce qui bouge dans l'organisme, comme par exemple le déplacement des chromosomes. Des travaux de transport. Ici, comme exemple, on peut penser au passage des ions et molécules à travers les membranes cellulaires contre leur gradient, donc ça demande de l'énergie. Et enfin, des travaux chimiques. Certaines réactions produisent de l'énergie en se passant, d'autres, au contraire, en consomment. Donc, comme vous le voyez, il existe plusieurs types de travaux cellulaires qui ont tous besoin de l'énergie pour avoir lieu, et cette énergie, c'est l'énergie potentielle qui se trouve dans la matière organique. On arrive maintenant à une partie très importante de notre cours, la bioénergétique. Je vous demande donc de vous concentrer et bien suivre ce qui vient par la suite. Ce sont ici des notions que vous aviez sûrement étudiées en physique et en thermochimie et qu'on va rappeler ici pour les appliquer par la suite au monde vivant. Tout d'abord, rappelons ce que c'est qu'un système thermodynamique. En arabe, nidam harari dynamiki. C'est une partie de l'univers délimitée par une frontière réelle ou imaginaire et qui est concernée par notre étude. Et tout ce qui est à l'extérieur de cette frontière forme l'environnement de ce système. Ce système peut ou non faire des échanges avec son environnement. Il peut aussi échanger uniquement l'énergie, mais pas la matière, ou échanger les deux en même temps. Autre chose, le système peut gagner de l'énergie ou de la matière, ou les deux, comme il peut en perdre. Ce qui est gagné, on le note positivement, et ce qui est perdu par le système, on le note négativement. Suivant la nature et les propriétés de cette frontière ou paroi, on va distinguer plusieurs types. Paroi adiabatique, qui ne laisse pas passer la chaleur. La paroi diatherme, qui laisse passer la chaleur. La paroi rigide, dans ce cas, il n'y a pas de transfert d'énergie mécanique, pas de déformation. La paroi perméable, qui laisse passer les molécules. Et la paroi semi-perméable, qui laisse passer certaines molécules, mais pas d'autres. Donc, sélective. D'après ces propriétés, on peut définir plusieurs types de systèmes. Les systèmes ouverts, ceux qui permettent l'échange de matière et d'énergie. Les systèmes fermés, ce sont ceux qui permettent le passage ou le transfert d'énergie, mais pas de matière. Et les systèmes isolés, enfin ceux qui ne laissent rien passer, ni l'énergie, ni la matière. La question qui nous vient tous à l'esprit est la suivante. Peut-on expliquer les principes de la thermodynamique que vous aviez étudiés pour la matière inerte, par exemple un gaz parfait, pour le monde vivant? La réponse est oui. En effet, les principes de thermodynamique sont les mêmes qui régissent aussi les mouvements de matière et d'énergie entre les organismes vivants et leur environnement et dans les organismes eux-mêmes. Ces principes appliqués au monde vivant sont appelés bioénergétiques. Vous avez vu en thermodynamique qu'il existe plusieurs formes d'énergie. Les deux principales, l'énergie cinétique, c'est une forme d'énergie que possède toute molécule effectuant un travail quelconque. Taqa harakiya. Et le deuxième type d'énergie, l'énergie potentielle. Taqa kamina. C'est l'énergie de molécule qui ne fait pas de travail et qui décrit l'énergie contenue dans les liaisons chimiques de cette molécule. Rawabit. Vous avez vu en physique qu'en thermodynamique, il existe plusieurs principes. Et il y en a deux qui sont très importants, le premier principe et le deuxième principe qu'on va voir aujourd'hui dans le but de les appliquer au monde vivant. Je vous rappelle un peu la définition d'un principe en physique. C'est tout simplement quelque chose qu'on a constaté
tout le long de l'expérience, de la vie, et qu'on ne peut pas démontrer, mais qu'on n'arrive pas à contredire. Donc on dit qu'elle est vraie tant qu'on n'a pas pu démontrer le contraire. Et voilà, c'est pour ça qu'on a défini en deux principes en thermodynamique. Le premier qui dit que l'énergie de l'univers est constante. Autrement dit, il n'y a ni création, ni perte d'énergie, mais uniquement des transformations de cette énergie. En arabe, quand on va utiliser, quand on va puiser de l'énergie du monde environnant, on va tout simplement la transformer et à un certain moment, comme on l'a vu précédemment, restituer une toute petite partie, en tout cas ce qui nous concerne nous, les vivants, une partie est restituée à l'environnement sous forme de chaleur. Voilà le premier principe. Donc, on ne peut jamais créer de l'énergie. On peut tout simplement la transformer d'une forme à une autre. Alors, qu'en est-il pour une cellule? Il y a plusieurs réactions biochimiques qui se passent dans la cellule. Et on a vu que le système constitué par cette cellule était un système ouvert. Je vous rappelle ce que c'est que le système ouvert. C'est un système qui peut échanger à la fois de la chaleur et de la matière. Donc pendant une réaction biochimique donnée, on va passer d'un état initial, qui est l'état avant que ce processus ait lieu, et un état final, c'est-à-dire l'état à la fin de cette transformation. Et durant ce processus, le système peut recevoir de l'énergie de l'extérieur ou bien, au contraire, lui en céder. Prenons un exemple précis. On met en contact, à l'aide d'une paroi séparatrice et conductrice de chaleur, une plaque métallique par exemple, deux milieux, de l'air par exemple, qui sont à des températures différentes. Là, on voit le chaud en rouge et l'air froid en bleu, et qui sont séparés par cette paroi qu'on voit noire, métallique, mais qui laisse passer les conductrices donc, de chaleur. On laisse évoluer ce système, et à un certain moment, donc, on va voir cette transformation évoluer vers un état d'équilibre où la température serait la même dans les deux compartiments. Et il correspondrait à une température intermédiaire entre la température chaude de départ et la température froide de départ dans l'autre compartiment. Donc le premier principe, il revient à dire que la différence du contenu d'énergie du système entre l'état final et l'état initial doit être compensée par une différence du contenu d'énergie du milieu extérieur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on perd, si on puise quelque chose du milieu environnant, on doit absolument la retrouver à l'intérieur du système. Et inversement, si on perd quelque chose du système, automatiquement il va se retrouver dans le milieu extérieur. Et tout cela pour expliquer le premier principe qui dit que l'énergie totale de l'univers, c'est-à-dire système plus environnement, est constante. Il reste toujours la même. Et ceci se traduit par la relation mathématique U final, énergie donc interne du système, à l'état final, moins son énergie à l'état initial, qu'on note et que vous avez vu ça en physique, delta U est égal à Q plus W. Q, c'est la quantité de chaleur échangée par le système. Si cette chaleur est absorbée, alors son signe est plus, il est positif. Le contraire, si le système perd de la chaleur, on va la noter moins. W, c'est le travail effectué par le système sur le milieu extérieur ou inversement. Donc, la différence entre énergétique du système, entre l'état final et l'état initial,
c'est la somme de la chaleur et du travail. Faisons ici une remarque importante. Dans une cellule, on sait tous que la pression est constante, c'est la pression atmosphérique. Et le volume ne varie quasiment pas au cours d'un processus. Donc le terme W, il est nul, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de déformation de la cellule. Tout se passe à l'intérieur. D'où la différence de l'énergie entre l'état initial et l'état final est égale à la chaleur plus le travail. Comme il n'y a pas de travail, donc est égal à Q, c'est-à-dire la quantité échangée de chaleur. Donc, on peut noter que delta U, dans ce cas précis de la cellule, qui correspond à la pression constante et au volume constant, est égal à Q, est égal, on va la noter, cette différence, donc cet échange de chaleur, delta H. Et c'est ce qu'on appelle l'enthalpie. Et l'enthalpie est aussi une fonction d'état du système. Et comme c'est une chaleur, une quantité donc énergétique, elle est en joule par mole. Remarquons qu'on dit qu'un processus est exothermique quand delta H est négatif. Et au contraire, quand delta H est positif, on dit que le système est endothermique. Il absorbe de la chaleur. Maintenant, passons à une notion très importante en biochimie, et en thermodynamique bien sûr, la notion de spontanéité des processus et la notion de réversibilité. Comme vous le savez, il y a des réactions réversibles, il y a des réactions non réversibles. Et il y a des réactions qui sont spontanées, qui se passent toutes seules, qui n'ont pas besoin d'un apport énergétique externe. Et il y en a d'autres qui ne sont pas spontanées. Pour qu'ils aient lieu, il faut leur apporter de l'énergie de l'extérieur. Alors il y a une constatation ici. Tous les systèmes tendent spontanément vers un état d'équilibre, car cet état est plus stable. Donc quand on prend un système donné, spontanément, s'il n'est pas dans son état d'équilibre, il va évoluer spontanément tout seul vers cet état d'équilibre, parce que c'est là où il sera le plus stable. Mais ici, le terme spontanéité a une signification rigoureuse. Ça veut dire qu'il est avantageux du point de vue thermodynamique. La spontanéité d'un processus ne veut pas dire qu'il est rapide. Au contraire, spontané ne dépend pas du fait qu'une certaine quantité de chaleur soit échangée. Le terme spontané est uniquement ici pour expliquer, pour nous dire, pour nous informer que le processus peut avoir lieu sans apport énergétique externe, tout seul. La réaction peut avoir lieu toute seule. Alors une notion qui est liée à cette fonction ou cette spontanéité, c'est la réversibilité. Alors qu'est-ce que c'est que des transformations réversibles en biochimie? Ce sont des transformations très lentes d'abord et qui sont formées par une succession d'états d'équilibre. C'est comme si on a une suite d'états d'équilibre qui se suivent les uns après les autres. Et on passe d'un état à l'autre avec une vitesse très lente, de manière à ce qu'on ne l'observe pas. Donc un processus qui est dit réversible, c'est un système dans lequel il a lieu cette réaction, et on peut le ramener à son état initial par une toute petite énergie. Au contraire, un processus est irréversible
s'il est rapide, brutal et hors d'équilibre. Et quand il a lieu, le système ne peut plus faire de transformation spontanément. Et si on veut redonner au système cette capacité de se transformer spontanément, il faut lui fournir de l'énergie de l'extérieur. Alors ici, on va introduire une autre fonction d'état, l'entropie, que vous avez vu sûrement en physique, qu'on note S, et qui est issue donc du second principe de la thermodynamique, et qui concerne la spontanéité d'un processus. Alors que dit ce second principe? C'est entropie. Alors selon le second principe de la thermodynamique, tout échange ou transformation d'énergie dans un système ouvert va obligatoirement augmenter son entropie, c'est-à-dire le degré de désordre de ce système. En arabe, darajat al-idtirab fi an-nizam. On peut aussi définir l'entropie de la manière suivante. Tout processus spontané s'accompagne d'une augmentation de l'entropie de l'univers, c'est-à-dire de l'entropie du système et du milieu extérieur. Donc retenez bien, le deuxième principe concerne la spontanéité. Un système est dit spontané, ou une transformation, elle est spontanée quand elle va automatiquement augmenter l'entropie de l'univers, c'est-à-dire l'entropie de ce système et de son milieu extérieur. Alors comment interpréter ce deuxième principe? Dans la plupart des transformations énergétiques, il y a toujours une partie de l'énergie qui est convertie en chaleur et qui est perdue dans le milieu extérieur, ce qui augmente son degré de désordre. Et je vous ai dit tout à l'heure de vous frotter les mains, et quand vous avez frotté votre main, il y a de la chaleur qui est sentie et qui est libérée dans l'environnement de vos mains. Et en accomplissant leur fonction, nos cellules convertissent inévitablement, c'est-à-dire obligatoirement, une partie de l'énergie en chaleur. Et vous avez un exemple super pour illustrer ceci, c'est la chaleur qui règne en ce moment dans cette classe. Une question qui vient maintenant à l'esprit, puisqu'on est des biologistes, alors le haut degré d'organisation, on sait que les organismes vivants sont très organisés. Alors ce degré d'organisation des organismes biologiques, est-ce qu'il ne contredit pas le second principe de la thermodynamique, qui lui parle de désordre? Il dit que n'importe quel système, quand il va se transformer spontanément, automatiquement il va créer le désordre. Et posons cette question en arabe pour mieux l'assimiler pour vous. هل الدرجة العالية من تنظيم الكائنات الحية البيولوجية يتعارض مع المبدأ الثاني للديناميكا الحرارية؟ Alors la réponse est non. Pourquoi? Parce que le second principe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est l'entropie de l'univers, donc l'entropie totale du système et du milieu extérieur qui doit s'accroître. Alors dans les systèmes biologiques, bien sûr, il y a une organisation, une création de l'ordre dans le système, mais au dépend d'une création du désordre dans leur milieu environnant. Et c'est justement l'ensemble système plus le milieu environnant qui va connaître une augmentation de cette entropie, de ce désordre. Voyons maintenant une notion importante et nouvelle pour vous, peut-être, si vous ne l'aviez pas vue en physique, l'énergie libre de Gibbs. L'entropie n'est pas une fonction directement utilisable. Il est très difficile donc de mesurer l'entropie de l'univers. Donc le physicien américain
Josiah Willard Gibbs a introduit à la fin du siècle dernier une nouvelle fonction d'état que l'on appelle, en son hommage, l'énergie libre de Gibbs ou enthalpie libre ou G. Par définition, cette fonction va s'écrire à une température donnée, delta G égale delta H moins T delta S. Donc si on regarde la formule, cette fonction d'état qui est l'énergie libre de Gibbs, il va intégrer les deux fonctions d'état qu'on a vues précédemment, l'enthalpie H et l'entropie S. Donc delta G, il est relié à delta H et à delta S par la relation delta G égale delta H, donc l'entropie, l'échange de chaleur, auquel on va soustraire une quantité qui est en relation avec l'entropie, avec le désordre. Alors regardons de plus près cette égalité. La variation d'énergie libre de Gibbs, delta G, elle mesure donc la partie de l'énergie du système qui produit un travail utile. Et c'est évident. Quand on regarde l'égalité, on voit que delta G correspond à la quantité à l'énergie, si vous voulez, du système, auquel on va soustraire ce qui a servi à créer du désordre. Autrement dit, delta G correspond à de l'énergie qui va servir à un travail utile. Donc tout ce qui est énergie du système qui a créé du désordre, on ne va pas en tenir compte. En d'autres termes, à température et pression constante, l'énergie libre de Gibbs permet d'évaluer la partie de l'énergie potentielle du système, c'est-à-dire delta H, qui n'est pas dissipée sous forme de chaleur, c'est-à-dire delta S. Alors comment expliquer un peu cette énergie libre de Gibbs? On a dit tout à l'heure, d'après le deuxième principe de thermodynamique, que tous les systèmes tendent spontanément vers un état d'équilibre, car cet état est plus stable. Donc, la capacité d'un système à fournir un travail utile va diminuer au fur et à mesure qu'on se rapproche de son état d'équilibre, puisque son énergie potentielle est de plus en plus faible. D'accord? Ce qui est évident. Plus un système est loin de son état d'équilibre, quand il va évoluer vers cet état d'équilibre, il va nous fournir une quantité beaucoup plus importante que s'il était tout proche de son état d'équilibre. Donc l'énergie utile que la cellule va utiliser pour effectuer ses travaux et pour vivre va être beaucoup plus importante si le système concerné par cette transformation énergétique se trouve loin d'équilibre. Et justement, pour un organisme vivant, l'équilibre, l'état d'équilibre, c'est sa mort. C'est là où il n'y a pas de réaction du tout. Donc les organismes vivants se tiennent très loin de leur état d'équilibre. De façon justement que ces transformations se passent loin d'équilibre. Alors, allons un peu plus loin dans cette égalité de énergie libre de Gibbs. Delta G est égal à delta H moins T delta S. Si delta G est égal à 0, il n'y a pas d'énergie libre de Gibbs. Il n'y a pas d'énergie utile. La transformation ne peut pas avoir lieu. On va dire que le système est à l'équilibre et ne peut plus fournir de travail. Et qu'est-ce que ça veut dire delta G négatif?
delta G négatif, ça veut dire que le système est instable et la réaction va se dérouler spontanément. D'accord? Donc on est dans un état initial, la transformation va avoir lieu et on va passer à un état final de manière à que G, la quantité d'énergie libre, va être inférieure à celle qui était dans l'état initial. Et justement, c'est ça la condition de spontanéité. Spontanément, dans ce cas, le système va évoluer de l'état initial à l'état final, tout en libérant, bien sûr, de l'énergie utile. Un tel processus est dit exergonique. Donc, quand delta G est négatif, le système est exergonique. Ça veut dire qu'il va spontanément évoluer vers l'état final, tout en libérant de l'énergie. Et troisième cas, un système ou une transformation où le delta G est positif entre l'état initial et l'état final. Ça veut dire que l'énergie de l'état final va être supérieure à l'énergie où elle était dans l'état initial, puisque la différence est positive. Donc ici, on est à l'opposé justement du deuxième principe de thermodynamique. Le système ne peut pas évoluer spontanément vers l'état final. Donc pour le faire, il va falloir lui fournir de l'énergie. On va appeler ce processus, cette transformation, c'est une transformation endergonique. Donc retenez bien, en résumé, delta G égale 0, on est à l'équilibre, aucune transformation ne peut avoir lieu. Delta G négatif, le système est exergonique, il va se transformer spontanément tout en libérant de l'énergie. Et quand delta G est positif, le système ne peut pas se transformer spontanément et pour le faire, il faut lui fournir de l'énergie et on parle de système endergonique. Pardon. Voyons voir maintenant la notion d'état standard. Et cet état standard, on va le voir tout à l'heure, va donc être différent qu'on soit en chimie ou en biochimie. D'abord, à quoi correspond cet état standard? L'état standard correspond à un état de référence. Ça veut dire qu'elle correspond à l'état où le composé concerné, étudié, est le plus stable à la température et la pression ordinaire. Prenons des exemples pour mieux voir ceci. L'état standard du mercure, c'est l'état où il est liquide à 25 degrés. C'est ça, l'état standard de cet élément mercure. Quel est l'état standard de l'oxygène? L'état standard de l'oxygène, c'est quand il est à l'état gazeux à 1 atmosphère et 25 degrés. Pression, 1 atmosphère et température 25 degrés. C'est ça l'état standard de l'oxygène. Et l'état standard pour le carbone, graphite, c'est quand il est solide à 25 degrés. Et dans ce cas-là, l'énergie libre Gibbs du système, dans son état standard, on va la noter delta G 0. D'accord? Donc on définit ces états standards pour un peu vous expliquer la situation. Nous, en réalité, les transformations ne se passent pas forcément dans les conditions standards. Prenons par exemple l'homme. La température humaine est de 37 degrés. Donc si on veut faire des analyses des transformations qui se passent dans l'organisme humain, on va faire des comparaisons avec des états standards. Et justement, les chimistes définissent leur état standard à 25 degrés, alors que les humains, par exemple l'homme,
son état standard, c'est la température 37 degrés. D'accord? Autre chose, les chimistes définissent l'état standard à pH égale 0. C'est-à-dire que les composés ont une molarité de 1 mol, une concentration de 1 mol. Parce que, comme vous le savez, le pH, c'est moins log de concentration des H+. Donc, pH égale 0, ça veut dire que la concentration est de 1 mol. Et pour les chimistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'état standard, il est noté delta G 0. Pour les biochimistes, ce n'est pas le cas. Puisque notre organisme, je l'ai dit tout à l'heure, travaille à 37 degrés et à pH 7. C'est ça, notre état standard à nous. Et dans ce cas-là, quand on parlera d'un système vivant, on va dire que l'état standard, on va le noter delta G0 prime par différence, donc, aux chimistes. Une autre notion très importante pour les réactions biochimiques, c'est l'état stationnaire et le comparer à l'état d'équilibre. Une notion extrêmement importante est celle de l'état stationnaire, des voies métaboliques. Comme vous le savez, chaque voie métabolique correspond à un grand ensemble de réactions biochimiques dont chacune a pour substrat le produit de la réaction qui la précède. Considérons le cas le plus simple. Regardez ici, on a une série de réactions A donne B et B donne C. D'accord? La concentration de A, ici, va diminuer au fur et à mesure qu'elle se transforme en B. De même que B va se retrouver avec une concentration de moins en moins importante et au fur et à mesure qu'elle se transforme en C. Alors qu'est-ce que c'est que l'état stationnaire? L'état stationnaire correspond à l'état où la concentration de B va nous sembler immobile, constante. Et pourtant, il y a constamment une création de B et une disparition de cet élément B. Mais comme la création et la disparition se font à la même vitesse, on a l'impression que B reste stationnaire, thabit. C'est une question de vitesse d'apparition et de disparition. Donc à l'état stationnaire, la concentration de B est donc constante, malgré que A disparaît et que C s'accumule. Donc il y a un apport constant du premier métabolite et une consommation constante du dernier métabolite. Prenons un exemple. Tout le monde sait que la concentration du glucose dans notre sang est de 1 gramme. Alors est-ce que ça veut dire que le glucose ne bouge pas? Non. On consomme constamment notre glucose pour faire nos contractions, pour faire nos travaux, et on consomme de l'alimentation, il y a toujours du glucose qui arrive. Mais la disparition et l'arrivée donc de ce glucose se font de manière à ce que la concentration du glucose reste toujours de 1 gramme dans notre sang. C'est une question de régulation. Donc on va dire que ici, la concentration du glucose est stationnaire. Attention, cette situation est différente d'une réaction à l'équilibre. Par exemple, ici, la transformation A donne B et B donne A, c'est une transformation à l'équilibre. Les deux concentrations A et B sont constantes. En conséquence,
Les voies métaboliques sont dans un état stationnaire qui n'est pas un état d'équilibre. En d'autres termes, les réactions du niveau métabolique sont plus ou moins éloignées de l'état d'équilibre. Alors comment expliquer un peu thermodynamiquement parlant cet état stationnaire? Alors on a vu tout à l'heure que les organismes vivants, quand ils se transforment, quand ils font des transformations, des réactions, ils dégagent obligatoirement une certaine quantité de chaleur dans leur environnement. Et en dégageant cette chaleur dans l'environnement, ils créent de l'ordre dans ce système. Parce que nous, en tant que vivants, on est des êtres bien organisés. Quand on regarde l'ADN, c'est une série bien définie, bien organisée de nucléotides. Quand on regarde les protéines, c'est une suite bien définie, bien organisée d'acides aminés, etc., etc. On est bien organisé. Et cette organisation se passe et se crée aux dépens d'un désordre qu'on va créer en libérant donc de la chaleur dans notre environnement. Et c'est cette dualité, cette lutte entre création d'ordre à l'intérieur et création du désordre à l'extérieur du système qui va expliquer, qui va définir un état stationnaire dans lequel nos systèmes vivants vont se retrouver constamment.